Bienvenue dans ce voyage apaisant vers les profondeurs mystérieuses de l'océan. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez votre esprit plonger doucement dans les eaux sombres et fascinantes des abysses. Ce soir, nous allons explorer ensemble 100 faits merveilleux sur les profondeurs marines, ces royaumes silencieux où règne une beauté tranquille et éternelle. Respirez profondément, détendez-vous, et permettez à votre conscience de s'enfoncer lentement, paisiblement, vers ces mondes cachés sous les vagues. Les océans profonds commencent à environ 200 mètres sous la surface, là où la lumière du soleil commence à s'estomper progressivement. À cette profondeur, les couleurs disparaissent une à une, le rouge étant le premier à s'évanouir, suivi de l'orange, puis du jaune. Cette zone est appelée la zone mésopélagique, ou zone crépusculaire, un monde baigné dans une pénombre bleutée perpétuelle. Imaginez ce royaume paisible où la lumière danse faiblement, créant une atmosphère de calme absolu. Plus profond encore, au-delà de 1000 mètres, commence la zone bathypélagique, un monde de noirceur totale. Ici, aucun rayon de soleil ne pénètre jamais. C'est un royaume d'obscurité permanente, silencieux et serein. La pression de l'eau à cette profondeur est extraordinaire, atteignant plus de 100 fois la pression atmosphérique à la surface. Pourtant, la vie persiste, s'adapte, prospère même dans ces conditions qui sembleraient impossibles. La température dans les profondeurs océaniques est étonnamment stable et froide, oscillant généralement entre 2 et 4 degrés Celsius. Cette constance thermique offre un environnement prévisible où les créatures marines ont évolué pendant des millions d'années. Cette fraîcheur perpétuelle ralentit le métabolisme des organismes, leur permettant de survivre avec très peu de nourriture pendant de longues périodes. L'une des caractéristiques les plus fascinantes des profondeurs marines est la bioluminescence. Environ 90% des créatures vivant dans les zones profondes possèdent cette capacité magique de produire leur propre lumière. Ces lumières biologiques créent un spectacle féerique dans l'obscurité absolue, comme des étoiles sous-marines scintillant doucement dans le noir. La bioluminescence sert à de nombreuses fonctions vitales. Certains poissons l'utilisent pour attirer leur proie, suspendant un leurre lumineux devant leur bouche comme un pêcheur patient. D'autres créatures utilisent ces lumières pour communiquer entre elles, envoyant des messages codés dans les ténèbres. Certaines espèces créent des flashs lumineux pour effrayer ou désorienter leurs prédateurs, une défense éblouissante dans le noir profond. Les méduses des profondeurs sont parmi les créatures les plus élégantes de l'océan. Transparentes et délicates, elles dérivent gracieusement dans les courants, certaines émettant une lueur douce et apaisante. Leur corps est composé à plus de 95% d'eau, ce qui leur permet de flotter sans effort dans leur environnement liquide. Observez mentalement leur danse lente et hypnotique, leurs tentacules ondulants comme des rubans de soie dans une brise invisible. Les calmars géants, longtemps considérés comme des créatures mythiques, habitent réellement les profondeurs océaniques. Ces animaux majestueux peuvent atteindre plus de 13 mètres de longueur, leurs yeux étant les plus grands du règne animal, mesurant jusqu'à 30 cm de diamètre. Ces yeux énormes leur permettent de capter la moindre trace de lumière dans les profondeurs sombres. Le calmar colossal, cousin encore plus imposant du calmar géant, vit dans les eaux froides et profondes autour de l'Antarctique. Cette créature extraordinaire possède des crochets rotatifs sur ses tentacules, des appendices uniques dans le monde animal. Imaginez ces géants silencieux glissant majestueusement dans l'obscurité glacée des abysses antarctiques. Les requins des profondeurs sont des survivants remarquables, certaines espèces vivant depuis l'époque des dinosaures sans pratiquement changer. Le requin lézard, par exemple, ressemble étonnamment à ses ancêtres préhistoriques. Ces prédateurs patients évoluent lentement dans les profondeurs, économisant leur énergie dans un environnement où la nourriture est rare. Le requin du Groenland détient le record de longévité parmi les vertébrés. Ces créatures peuvent vivre plus de 400 ans, se déplaçant lentement dans les eaux arctiques profondes. Leur croissance est si lente qu'ils n'atteignent la maturité sexuelle qu'après 150 ans environ. Imaginez la sagesse tranquille d'une créature qui traverse les siècles dans les profondeurs glacées. Les poissons-dragons sont des prédateurs fascinants équipés de dents acérées comme des aiguilles et de barbillons lumineux sous leur menton. Ces appendices brillants attirent les proies curieuses directement vers leurs mâchoires redoutables. Malgré leur apparence féroce, ils ne mesurent généralement que 15 à 20 cm de long, de petits chasseurs efficaces dans l'immensité océanique. Les poissons vipères possèdent des dents si longues qu'elles ne peuvent pas fermer complètement leur bouche. Ces crocs impressionnants dépassent même lorsque la gueule est fermée, créant une apparence préhistorique. Pourtant, ces créatures sont parfaitement adaptées à leur environnement, utilisant leurs photophores pour créer des motifs lumineux uniques le long de leur corps.
Le poisson hachette tire son nom de sa forme corporelle distinctive, ressemblant à une petite hachette vue de profil. Ses yeux tubulaires sont dirigés vers le haut, scrutant constamment les eaux au-dessus pour détecter les silhouettes de proies potentielles éclairées par la faible lumière résiduelle. Cette adaptation ingénieuse lui permet de chasser efficacement dans la zone crépusculaire. Les amphipodes géants des profondeurs peuvent atteindre 30 cm de longueur. Une taille impressionnante pour ces crustacés qui mesurent généralement moins d'1 centimètre dans les eaux peu profondes. Ce gigantisme abyssal est un phénomène fascinant où certains animaux des profondeurs deviennent beaucoup plus grands que leurs cousins de surface. Les isopodes géants ressemblent à d'énormes cloportes, certains individus atteignant la taille d'un petit chat domestique. Ces charognards importants parcourent lentement le fond océanique, nettoyant les débris organiques. Ils peuvent survivre plusieurs années sans manger, entrant dans un état de métabolisme extrêmement ralenti lorsque la nourriture se fait rare. Les éponges des profondeurs peuvent vivre pendant des milliers d'années, formant lentement des structures complexes sur le fond marin. Certaines éponges géantes découvertes dans les profondeurs ont été datées à plus de 10 000 ans, témoins silencieux d'époques révolues. Elles filtrent patiemment l'eau de mer, extrayant les nutriments microscopiques nécessaires à leur survie. Les coraux d'eau froide créent des récifs magnifiques dans les profondeurs, sans avoir besoin de lumière solaire contrairement à leurs cousins tropicaux. Ces architectes sous-marins construisent des structures complexes qui abritent une biodiversité remarquable. Leurs squelettes calcaires s'accumulent sur des millénaires, formant des montagnes sous-marines spectaculaires. Les jardins d'éponges en verre se trouvent dans certaines ondes abyssales, créant des paysages surréalistes de structures siliceuses délicates et transparentes. Ces éponges sont construites avec des fibres de silice qui ressemblent à de la fibre optique, conduisant la lumière à travers leur corps de manière fascinante. Imaginez ces forêts de verre scintillant doucement dans l'obscurité profonde. Les vers tubicoles géants forment des colonies denses autour des sources hydrothermales, leur panache rouge s'ondulant dans les courants. Ces créatures remarquables n'ont ni bouche ni système digestif. Dépendant entièrement de bactéries symbiotiques vivant dans leur corps pour transformer les composés chimiques des évents en énergie utilisable. Les sources hydrothermales sont des oasis de vie dans les profondeurs océaniques. L'eau qui en jaillit peut atteindre des températures de 400 degrés Celsius, mais elle se refroidit rapidement au contact de l'eau environnante glacée. Ces cheminées sous-marines crachent des minéraux qui précipitent en structures noires ou blanches spectaculaires. Les fumeurs noirs tirent leur nom des particules de sulfure métallique qu'ils expulsent, créant un panache sombre ressemblant à de la fumée. Ces structures peuvent croître de plusieurs centimètres par jour, une vitesse remarquable dans l'environnement généralement statique des profondeurs. Autour d'elles, une communauté entière d'organismes prospère grâce à la chimiosynthèse plutôt qu'à la photosynthèse. Les fumeurs blancs sont plus rares et expulsent des fluides plus froids, entre 40 et 90 degrés Celsius. Les minéraux qu'ils libèrent sont de couleur claire, créant des structures fantomatiques et pâles. Ces évents supportent également des écosystèmes uniques, différents de ceux des fumeurs noirs. Les bactéries chimiosynthétiques forment la base de la chaîne alimentaire autour des sources hydrothermales. Elles convertissent les composés chimiques toxiques comme le sulfure d'hydrogène en énergie, un processus complètement indépendant de la lumière solaire. Cette découverte a révolutionné notre compréhension de la vie, montrant que l'énergie solaire n'est pas strictement nécessaire pour soutenir des écosystèmes complexes. Les crevettes des évents hydrothermaux possèdent des organes sensoriels spéciaux sur leur dos qui peuvent détecter la radiation thermique infrarouge. Cela leur permet de naviguer dans l'obscurité totale en voyant la chaleur des évents, évitant ainsi les zones mortellement chaudes tout en restant assez proches pour se nourrir des bactéries. Les crabes yétis, découverts récemment, sont couverts de poils blonds et soyeux sur leurs pinces et leurs pattes. Ces poils cultivent des bactéries dont les crabes se nourrissent, créant essentiellement leur propre jardin bactérien. Ils agitent leurs pinces velues dans les fluides des évents pour nourrir leurs colonies bactériennes. Les anémones de mer des profondeurs peuvent vivre attachées à des roches à plus de 7000 mètres de profondeur. Leurs tentacules se balancent gracieusement dans les courants faibles, capturant les rares particules de nourriture qui dérivent à leur portée. Certaines espèces brillent doucement dans l'obscurité, des fleurs lumineuses épanouies dans le jardin abyssal. Les étoiles de mer des profondeurs se déplacent avec une lenteur contemplative sur le fond océanique. Certaines espèces peuvent avoir plus de 50 bras, créant des formes géométriques complexes et hypnotiques. Elles se nourrissent de débris organiques, jouant un rôle crucial dans le recyclage des nutriments sur le plancher océanique. Les oursins des profondeurs ont développé des épines extrêmement longues et fines qui les aident à se déplacer sur le sédiment mou sans s'enfoncer.
Ces structures délicates ondulent rythmiquement, créant une locomotion gracieuse et efficace. Imaginez ces créatures hérissées se déplaçant comme des danseurs au ralenti dans l'obscurité tranquille. Les holoturies, ou concombres de mer, rampent lentement sur le fond abyssal, aspirant le sédiment et digérant les matières organiques qu'il contient. Ils sont essentiels pour bioturbation, mélangeant et aérant les sédiments profonds. Certaines espèces peuvent expulser leurs organes internes pour distraire les prédateurs, les régénérant ensuite sur plusieurs semaines. Les poissons-rats, également appelés grenadiers, sont parmi les poissons les plus abondants des profondeurs. Leur tête large se rétrécit vers une queue effilée, leur donnant une silhouette distinctive. Ils se déplacent en banc au-dessus du fond océanique, leur corps produisant parfois des sons de grondement qui leur ont valu leur nom alternatif. Les poissons tripodes se tiennent immobiles sur le fond océanique, perchés sur 3 longues nageoires raides comme des échasses. Ils attendent patiemment que les courants leur apportent de petits crustacés et autres proies. Cette stratégie de chasse passive est parfaitement adaptée à un environnement où l'énergie doit être conservée précieusement. Les pieuvres des profondeurs incluent certaines des espèces les plus étranges et belles. La pieuvre Dumbo, nommée d'après l'éléphant Disney en raison de ses nageoires semblables à des oreilles, bat ses appendices pour se propulser gracieusement dans l'eau. Elle vit à des profondeurs extrêmes, jusqu'à 7000 mètres, la pieuvre la plus profonde jamais observée. La pieuvre à 7 bras est un mystère fascinant car les mâles cachent leur 8e bras, modifié pour la reproduction, dans un sac sous leur œil. Pendant des années, les scientifiques pensaient que cette espèce n'avait vraiment que 7 bras. Ces créatures peuvent atteindre plus de 3 mètres d'envergure, des géants gracieux des profondeurs intermédiaires. Les poissons lanternes sont les poissons les plus nombreux sur Terre en termes de biomasse totale. Des milliards de ces petits poissons effectuent chaque nuit la plus grande migration animale de la planète, remontant vers les eaux de surface pour se nourrir avant de redescendre dans les profondeurs pendant la journée. Ce mouvement vertical massif joue un rôle crucial dans le cycle des nutriments océaniques. Le phénomène de migration verticale nocturne implique d'innombrables créatures marines qui montent et descendent quotidiennement dans la colonne d'eau. Ce balai coordonné transfère d'énormes quantités de carbone des eaux de surface vers les profondeurs, aidant à réguler le climat de notre planète. Imaginez cette marée vivante montant et descendant comme la respiration de l'océan lui-même. Les larves de nombreux poissons de surface dérivent dans les courants profonds pendant leur développement. Ces jeunes créatures translucides flottent passivement, portées par les courants océaniques sur des milliers de kilomètres parfois. Cette stratégie de dispersion aide à maintenir les connexions génétiques entre des populations éloignées. Les méduses peignes, ou cténophores, propulsent gracieusement à travers l'eau en battant des rangées de cils qui ressemblent à de minuscules peignes. Ces cils réfractent la lumière de manière spectaculaire, créant des arcs-en-ciel iridescents même dans l'obscurité des profondeurs lorsqu'ils sont illuminés. Certaines espèces peuvent également produire de la bioluminescence, ajoutant leur propre lumière au spectacle. Les siphonophores sont des créatures coloniales composées de nombreux individus spécialisés travaillant ensemble comme un seul organisme. Le siphonophore à cordes peut atteindre 46 mètres de longueur, en faisant l'un des plus longs animaux du monde. Ces tentacules piquants forment un rideau mortel dans l'eau, capturant tout ce qui touche leurs filaments urticants. Les salpes sont des organismes gélatineux transparents qui se déplacent en pompant l'eau à travers leur corps tubulaire. Elles peuvent former de longues chaînes où des dizaines d'individus sont connectés, créant des structures vivantes qui ondulent rythmiquement dans les courants. Les salpes sont d'excellents filtreurs, nettoyant d'énormes volumes d'eau et emballant le carbone dans des pellets fécaux qui coulent rapidement vers les profondeurs. Les foraminifères sont de minuscules organismes unicellulaires qui construisent des coquilles élaborées en carbonate de calcium. Quand ils meurent, leurs coquilles s'accumulent sur le fond océanique, formant des sédiments épais appelés boues à globigérine. Ces dépôts peuvent atteindre des centaines de mètres d'épaisseur, des archives vivantes de l'histoire océanique. Les radiolaires construisent des squelettes siliceux d'une beauté géométrique extraordinaire, ressemblant à de minuscules œuvres d'art en verre. Leur forme inclut des sphères, des étoiles et des structures encore plus complexes. Comme les foraminifères, leurs restes s'accumulent sur le plancher océanique, créant des boues radiolariennes qui racontent l'histoire des anciens océans. La neige marine est le nom poétique donné aux particules organiques qui dérivent constamment des eaux de surface vers les profondeurs. Ces flocons de matière organique tombent lentement comme une neige perpétuelle, apportant des nutriments essentiels aux créatures des profondeurs. Cette pluie douce et continue est la principale source de nourriture pour de nombreux organismes abyssaux. Les chutes de baleines créent des oasis de vie extraordinaires sur le fond océanique.
Lorsqu'une baleine morte coule dans les profondeurs, sa carcasse massive peut soutenir une communauté entière d'organismes pendant des décennies. Des vers osédax, ou vers mangeurs d'os, colonisent les os, dissolvant lentement les lipides stockés à l'intérieur grâce à des bactéries symbiotiques. Les bois coulés offrent également des habitats uniques dans les profondeurs. Les troncs d'arbres emportés en mer et coulés dans les abysses sont colonisés par des organismes spécialisés capables de digérer la cellulose. Ces communautés partagent certaines espèces avec les chutes de baleines et les sources hydrothermales, créant des connexions écologiques fascinantes entre ces îlots de vie. Les nodules polymétalliques jonchent certaines plaines abyssales comme des pommes de terre métalliques. Ces concrétions se forment extrêmement lentement, croissant de quelques millimètres par million d'années à mesure que les métaux précipitent autour d'un noyau central. Ils constituent une ressource minérale potentielle, mais leur extraction soulève des préoccupations environnementales importantes. Les monts sous-marins sont des volcans submergés qui s'élèvent dramatiquement du plancher océanique. Plus de 100 000 monts sous-marins parsèment les océans du monde, créant des habitats uniques. Les courants océaniques heurtant ces obstacles sous-marins créent des tourbillons et des remontées d'eau qui concentrent les nutriments et la vie marine. Les fosses océaniques sont les endroits les plus profonds de la Terre. La fosse des Mariannes plonge à près de 11 000 mètres sous la surface, un abîme qui pourrait engloutir le mont Everest avec plus d'1 kilomètre d'eau au-dessus. La pression à cette profondeur est écrasante, équivalente à 50 avions jumbo empilés sur un timbre-poste. Malgré ces conditions extrêmes, la vie persiste même dans les fosses les plus profondes. Des amphipodes, des holoturies, et même des poissons liparides ont été observés dans la fosse des Mariannes. Ces survivants ultimes démontrent la ténacité remarquable de la vie, s'adaptant à des conditions qui semblent défier toute possibilité d'existence. Les poissons liparides des profondeurs extrêmes ont des corps gélatineux et presque transparents. Leurs os sont minces et partiellement cartilagineux, réduisant le poids de leur squelette. Ils se déplacent avec des ondulations gracieuses, parfaitement à l'aise sous des pressions qui écraseraient instantanément la plupart des autres créatures. Les tranchées abyssales sont des zones de subduction où une plaque tectonique glisse sous une autre. Ces frontières géologiques actives sont accompagnées de tremblements de terre et d'activités volcaniques. Les sédiments sont constamment recyclés dans le manteau terrestre, un processus géologique qui se déroule sur des millions d'années. Les plaines abyssales sont les endroits les plus plats de la Terre, des étendues monotones de sédiments s'étendant sur des milliers de kilomètres. Pourtant, même ces déserts sous-marins abritent de la vie. Des traces mystérieuses photographiées sur ces plaines suggèrent l'activité d'organismes inconnus glissant à travers les sédiments. Les canyons sous-marins entaillent les plateaux continentaux, canalisant les sédiments et les nutriments des eaux peu profondes vers les profondeurs abyssales. Certains de ces canyons rivalisent avec le Grand Canyon en taille et en profondeur. Les courants de turbidité qui y rugissent périodiquement peuvent transporter d'énormes quantités de sédiments à des vitesses surprenantes. Les glissements de terrain sous-marin peuvent mobiliser des volumes de sédiments équivalents à des milliers de kilomètres cubes. Ces événements catastrophiques créent des tsunamis dévastateurs et remodèlent le fond océanique. Les dépôts qu'ils laissent peuvent être identifiés dans les carottes de sédiments, témoignage de catastrophes anciennes. Les volcans de boue sous-marin expulsent un mélange de sédiments, d'eau et parfois de méthane des profondeurs de la croûte terrestre. Ces structures coniques peuvent atteindre plusieurs kilomètres de diamètre. Les fluides qu'ils émettent supportent souvent des communautés microbiennes uniques qui métabolisent le méthane. Les suintements froids de méthane créent des oasis de vie similaires aux sources hydrothermales, mais alimentées par des réactions chimiques différentes. Les bactéries oxydant le méthane forment des pétapis microbiens, et des palourdes géantes et des vers tubicoles colonisent ces sites. Les carbonates formés par l'activité microbienne créent des structures rocheuses bizarres. Les hydrates de méthane, également appelés glaces de méthane, sont des structures cristallines où les molécules d'eau emprisonnent le méthane. D'immenses dépôts de ces composés existent dans les sédiments des plateaux continentaux. Ils représentent potentiellement une énorme source d'énergie, mais aussi un risque climatique car leur déstabilisation libérerait d'énormes quantités de ce puissant gaz à effet de serre. Les courants profonds circulent lentement à travers les bassins océaniques, transportant de l'eau froide et dense depuis les régions polaires vers l'équateur. Ces rivières sous-marines peuvent mesurer des dizaines de kilomètres de large et transporter plus d'eau que tous les fleuves terrestres combinés. Ils jouent un rôle crucial dans la circulation thermohaline globale qui régule le climat de notre planète. La circulation thermohaline, parfois appelée tapis roulant océanique, est un système de courants interconnectés qui mélange les eaux océaniques mondiales sur une période d'environ 1000 ans. L'eau coule vers les profondeurs dans les régions polaires où elle devient froide et salée.
puis se propagent lentement à travers les bassins océaniques profonds avant de remonter finalement vers la surface dans d'autres régions. Les tourbillons abyssaux sont de gigantesques vortex d'eau qui peuvent persister pendant des mois, piégeant et transportant de l'eau et des organismes sur de grandes distances. Ces structures ont été découvertes récemment grâce aux technologies modernes de cartographie océanique. Ils jouent probablement un rôle important dans la dispersion des larves et la distribution des nutriments. Les ondes internes sont des vagues qui se forment à l'interface entre des couches d'eau de densités différentes. Ces vagues invisibles depuis la surface peuvent avoir des amplitudes de dizaines de mètres et transporter d'énormes quantités d'énergie. Elles mélangent les eaux profondes et peuvent affecter la distribution des organismes marins. Les marées internes sont créées lorsque les forces de marée poussent l'eau dense des profondeurs sur des obstacles sous-marins comme les monts Seamount. L'eau profonde forcée vers le haut peut transporter des nutriments vers les eaux de surface, créant des zones de productivité biologique accrue. Ces phénomènes sont invisibles depuis la surface mais ont des impacts écologiques significatifs. Le son se propage exceptionnellement bien dans l'eau, et les océans profonds contiennent des canaux acoustiques où les ondes sonores peuvent voyager sur des milliers de kilomètres. Les baleines utilisent ces autoroutes sonores pour communiquer à travers des bassins océaniques entiers. Les scientifiques ont également utilisé ces canaux pour étudier le réchauffement océanique en mesurant la vitesse de propagation du son, qui change avec la température. Les sons mystérieux de l'océan profond ont intrigué les chercheurs pendant des décennies. Le bloop, un son ultra basse fréquence détecté en 1997, était si puissant qu'il a été enregistré par des capteurs séparés par des milliers de kilomètres. Initialement mystérieux, il a finalement été attribué à un tremblement de glace, probablement un iceberg massif se fissurant ou un glacier vélant. La bioluminescence dans les profondeurs crée parfois des phénomènes spectaculaires. Lorsque des sous-marins ou des véhicules télécommandés traversent des nuages de dinoflagellés bioluminescents, ils laissent des traînées lumineuses brillantes dans leur sillage. Ces micro-organismes s'illuminent en réponse à la perturbation mécanique, créant des spectacles de lumière éphémère dans l'obscurité. Certains poissons des profondeurs possèdent des photophores sophistiqués avec des structures ressemblant à des lentilles, des réflecteurs, et même des filtres de couleur. Ces organes lumineux peuvent être contrôlés volontairement, permettant aux poissons de créer des motifs de signalisation complexes. Chaque espèce a souvent son propre motif unique de lumière, comme une signature bioluminescente. Les pigments rouges sont communs chez les créatures des profondeurs, bien que cette couleur soit invisible dans l'obscurité des abysses car aucune lumière rouge n'existe pour être réfléchie. Cette coloration offre un camouflage parfait, rendant les animaux essentiellement noirs dans leur environnement. Certains poissons, cependant, produisent leur propre lumière rouge avec laquelle ils peuvent voir sans être vus par la plupart des autres créatures. Les yeux des poissons des profondeurs montrent des adaptations remarquables. Certaines espèces ont des yeux tubulaires extrêmement sensibles pointés vers le haut, parfaits pour détecter les silhouettes des proies contre la faible lumière résiduelle. D'autres ont complètement perdu leurs yeux, inutiles dans l'obscurité totale, comptant plutôt sur d'autres sens comme les mécanorécepteurs et les chimiorécepteurs. Le poisson Barley possède l'une des adaptations visuelles les plus extraordinaires. Sa tête est entièrement transparente, permettant à ses yeux tubulaires de pivoter vers le haut pour repérer les proies au-dessus, puis de se tourner vers l'avant lorsque le poisson se déplace pour attaquer. Son crâne transparent en forme de dôme protège ses yeux délicats tout en offrant une vision à 360 degrés. Les adaptations sensorielles dans les profondeurs vont bien au-delà de la vision. De nombreux poissons possèdent des lignes latérales hautement développées qui détectent les moindres vibrations dans l'eau. Ces organes sensoriels leur permettent de sentir le mouvement des proies ou des prédateurs dans l'obscurité totale, créant essentiellement une image tactile de leur environnement. L'odorat est particulièrement important dans les profondeurs. L'eau transporte les molécules chimiques sur de grandes distances, et de nombreuses créatures abyssales ont des organes olfactifs extraordinairement sensibles. Elles peuvent détecter une carcasse en décomposition à des kilomètres de distance, suivant le gradient chimique comme un limier suivant une piste. La stratégie de reproduction dans les profondeurs présente des défis uniques. Trouver un partenaire dans l'immensité obscure est difficile, et certains poissons ont développé des solutions fascinantes. Les baudroies abyssales mâles sont minuscules comparés aux femelles, et une fois qu'ils trouvent une partenaire, ils s'attachent à elle de façon permanente, fusionnant finalement leurs tissus et partageant même leur circulation sanguine. Les œufs de nombreuses espèces des profondeurs sont remplis de gouttelettes lipidiques qui les rendent flottants. Ces œufs dérivent vers les eaux de surface où la nourriture est plus abondante, permettant aux larves de se développer dans un environnement plus riche avant de redescendre vers les profondeurs à mesure qu'elles grandissent.
Cette stratégie connecte les écosystèmes profonds et superficiels de manière complexe. La croissance lente est caractéristique de nombreux organismes des profondeurs. Dans l'eau froide avec peu de nourriture, le métabolisme ralentit considérablement. Certains poissons peuvent prendre des décennies pour atteindre la maturité, et les coraux d'eau froide peuvent croître de seulement quelques millimètres par an. Cette lenteur rend ces écosystèmes particulièrement vulnérables aux perturbations. La régénération est une capacité précieuse dans les profondeurs où les blessures peuvent être difficiles à guérir dans des conditions de basse température et de faible oxygène. Néanmoins, de nombreuses créatures comme les étoiles de mer peuvent régénérer des membres perdus, et certains poissons peuvent guérir de blessures qui seraient mortelles pour leurs cousins de surface. Les symbioses sont fréquentes dans les profondeurs. Les relations mutualistes permettent aux organismes de survivre dans des conditions où ils ne pourraient pas exister seuls. Les bactéries chimiosynthétiques vivant dans les tissus de nombreux invertébrés des évents hydrothermaux en sont un exemple parfait. Tout comme les dinoflagellés bioluminescents cultivés par certains poissons dans des organes spéciaux. Les parasites sont également abondants dans les profondeurs, bien qu'ils soient souvent négligés. Certains copépodes parasites se fixent sur les poissons des profondeurs, et des vers nématodes peuvent infester presque tous les types d'organismes. Ces relations parasitaires jouent un rôle important dans la régulation des populations et le transfert d'énergie dans l'écosystème. Les détritivores et charognards jouent un rôle crucial dans le recyclage des nutriments. Les amphipodes, les isopodes et d'autres crustacés nettoient efficacement le fond océanique, consommant tout ce qui coule depuis les eaux de surface. Sans ces éboueurs diligents, les profondeurs s'encombreraient de matière organique non décomposée. Les micro-organismes dominent réellement la vie dans les profondeurs en termes de biomasse et de diversité. Les bactéries et les archées remplissent d'innombrables niches écologiques, décomposant la matière organique, fixant l'azote et réalisant d'innombrables autres processus biochimiques essentiels. On estime que la majorité de la biomasse microbienne de la Terre réside dans les sédiments océaniques profonds. Les virus marins sont extraordinairement abondants dans les océans, dépassant largement le nombre de cellules bactériennes. Ces agents infectieux jouent un rôle majeur dans la mortalité bactérienne et le recyclage des nutriments. Quand ils lisent leurs hôtes bactériens, ils libèrent des nutriments dissous qui nourrissent d'autres micro-organismes, créant ce qu'on appelle la boucle virale. La diversité génétique dans les profondeurs océaniques est stupéfiante. Les études métagénomiques révèlent constamment de nouveaux gènes et voies métaboliques jamais vues auparavant. Cette bibliothèque génétique représente des millions d'années d'évolution et pourrait contenir des solutions à des problèmes humains, des nouveaux antibiotiques aux enzymes industrielles. Les extrémophiles des profondeurs repoussent les limites de ce que nous pensions possible pour la vie. Des micro-organismes ont été découverts vivant dans des sédiments à des températures dépassant 120 degrés Celsius près des évents hydrothermaux. Et d'autres survivent sous des pressions qui écraseraient du béton. Ces découvertes élargissent notre compréhension des environnements où la vie peut exister. La biosphère profonde s'étend sous le plancher océanique lui-même. Des micro-organismes vivent dans les pores des roches de la croûte océanique, certains à plusieurs kilomètres sous le fond marin. Cette biosphère souterraine massive pourrait contenir une biomasse équivalente à celle de tous les océans combinés, un royaume vivant complètement caché et largement inexploré. Les communautés microbiennes dans les sédiments profonds vivent dans un temps géologique. Leur métabolisme est si lent que certaines cellules peuvent se diviser seulement une fois tous les 1000 ans. Ces micro-organismes existent dans un état presque suspendu, survivant avec l'énergie minimale absolue nécessaire pour maintenir leurs processus vitaux. L'oxygène dans les profondeurs provient principalement des eaux de surface où il est produit par le phytoplancton ou dissous depuis l'atmosphère. Les courants profonds distribuent lentement cette eau oxygénée à travers les bassins océaniques. Dans certaines zones où la circulation est limitée et la consommation d'oxygène est élevée, des zones de minimum d'oxygène se forment, créant des environnements défiants pour la plupart des organismes complexes. Les zones de minimum d'oxygène sont en expansion dans certains océans en raison du réchauffement climatique. L'eau plus chaude retient moins d'oxygène dissous, et le réchauffement accru des eaux de surface réduit le mélange vertical. Ces changements peuvent avoir des impacts profonds sur les écosystèmes marins, forçant les organismes à migrer vers des eaux plus fraîches et mieux oxygénées. Le carbone bleu fait référence au carbone capturé et stocké par les écosystèmes marins. Les océans profonds sont un réservoir massif de carbone, stockant environ 50 fois plus de carbone que l'atmosphère. Ce carbone reste séquestré pendant des siècles à des millénaires, jouant un rôle crucial dans la régulation du climat terrestre. La pompe biologique du carbone transporte le carbone des eaux de surface vers les profondeurs.
Le phytoplancton absorbe le CO2 atmosphérique par photosynthèse, puis ce carbone coule vers les profondeurs sous forme de matière organique morte ou dans les pellets fécaux des animaux. Une partie de ce carbone atteint le fond océanique où il peut être enterré dans les sédiments pour des millions d'années. Les archives sédimentaires des profondeurs contiennent l'histoire du climat terrestre. Les carottes de sédiments prélevés du fond océanique révèlent les changements dans la température océanique, la composition atmosphérique, et même l'intensité du champ magnétique terrestre remontant à des millions d'années. Ces archives sont essentielles pour comprendre le changement climatique actuel dans un contexte historique. Les microfossiles dans les sédiments, particulièrement les foraminifères et les coccolithophores, agissent comme des thermomètres paléoclimatiques. Les ratios d'isotopes d'oxygène dans leurs coquilles calcaires révèlent la température de l'eau dans laquelle ils vivaient. Les scientifiques peuvent ainsi reconstruire les températures océaniques anciennes avec une précision remarquable. Les pollens fossilisés trouvés dans les sédiments marins racontent l'histoire de la végétation terrestre. Ces grains microscopiques sont transportés par les vents depuis les continents et s'accumulent dans l'océan. Leur identification permet aux scientifiques de reconstruire les écosystèmes terrestres anciens et comment ils ont changé au fil du temps. Les turbidités dans les sédiments marins enregistrent les événements catastrophiques comme les tremblements de terre et les tsunamis. Ces couches distinctes de sédiments grossiers déposés rapidement contrastent avec les sédiments fins normaux, créant un registre géologique des catastrophes naturelles remontant à des millénaires. Les nodules de manganèse croissent si lentement qu'ils enregistrent des millions d'années d'histoire océanique. Leur structure en couches, semblable aux anneaux de croissance des arbres, peut révéler des changements dans la chimie océanique au fil du temps géologique. Ces archives métalliques complètent les informations obtenues des carottes de sédiments. L'exploration des profondeurs océaniques est technologiquement plus difficile que l'exploration spatiale à bien des égards. La pression écrasante, l'obscurité totale et la corrosion par l'eau salée posent des défis formidables. Pourtant, des progrès remarquables ont été réalisés, avec des véhicules télécommandés et des submersibles habités atteignant maintenant les endroits les plus profonds de l'océan. Les submersibles habités ont permis aux humains de visiter personnellement les profondeurs. Ces voyages ont révélé des merveilles inattendues et ont transformé notre compréhension de la vie dans les océans profonds. Les descriptions de première main des scientifiques explorant ces royaumes aliens ont captivé l'imagination du public et souligné l'importance de la recherche océanique. Les véhicules télécommandés, ou ROVS, sont devenus des outils essentiels pour l'exploration des profondeurs. Ces robots sous-marins peuvent rester submergés pendant des heures ou des jours, filmant, échantillonnant et manipulant des objets avec leurs bras robotiques. Ils ont considérablement élargi notre capacité à étudier les environnements profonds sans risquer des vies humaines. Les planeurs autonomes sous-marins glissent silencieusement à travers les océans, ajustant leur flottabilité pour monter et descendre dans la colonne d'eau. Ces véhicules économes en énergie peuvent opérer pendant des mois, collectant des données sur la température, la salinité et d'autres paramètres. Ils créent des réseaux d'observation qui surveillent en permanence la santé des océans. Les bouées amarrées équipées de capteurs fournissent des séries temporelles continues de données océanographiques. Certaines de ces stations d'observation sont ancrées à plus de 5000 mètres de profondeur, mesurant fidèlement les propriétés de l'eau pendant des années. Ces sentinelles silencieuses révèlent les rythmes subtils de l'océan profond. Les nouvelles technologies génomiques révolutionnent notre compréhension de la biodiversité des profondeurs. L'ADN environnemental, ou EDNA, permet aux scientifiques de détecter les espèces présentes dans un échantillon d'eau simplement en analysant les traces génétiques qu'elles laissent. Cette approche révèle des espèces rares ou cryptiques qui pourraient être manquées par les méthodes d'échantillonnage traditionnelles. L'imagerie acoustique permet de visualiser le fond océanique et les organismes sans lumière. Les sonars multifaisceaux créent des cartes topographiques détaillées du plancher océanique, révélant des caractéristiques qui étaient auparavant complètement inconnues. Les sonars actifs peuvent également détecter les couches de zooplancton et de petits poissons dans la colonne d'eau. Les caméras appâtées sont des outils simples mais efficaces pour étudier les charognards des profondeurs. Une caméra attachée à un appât est descendue sur le fond océanique et laissée pendant des heures. Les images capturées révèlent quelles espèces sont attirées par la nourriture, comment elles interagissent, et à quelle vitesse elles peuvent localiser et consommer les ressources alimentaires dans l'obscurité des profondeurs. Les sons naturels des profondeurs créent une symphonie étrange et apaisante. Les clics des crevettes, les chants des baleines distantes, les grondements tectoniques de la Terre elle-même se mélangent dans un concert perpétuel. Ces vibrations se propagent à travers l'eau dense, créant un paysage sonore unique qui n'existe nulle part ailleurs sur notre planète.
Les séismes sous-marins génèrent des ondes acoustiques puissantes qui se propagent à travers les océans entiers. Ces grondements profonds peuvent être détectés par des hydrophones à des milliers de kilomètres de l'épicentre. Les scientifiques utilisent ces signaux pour étudier non seulement les tremblements de terre mais aussi la structure interne de la Terre. Les chutes de glace des icebergs créent des sons caractéristiques que les hydrophones peuvent capter. Lorsqu'un iceberg se retourne ou qu'un morceau se détache, il produit un grondement distinct qui résonne dans l'océan. Ces sons sont devenus plus fréquents ces dernières décennies alors que le réchauffement climatique accélère la fonte des glaces. Les éruptions volcaniques sous-marines sont souvent silencieuses du point de vue humain, mais sous l'eau elles créent des cacophonies de sons. La lave chaude rencontrant l'eau froide produit des explosions de vapeur, et la formation de nouveaux rochers génère des craquements et des sifflements. Ces événements peuvent créer de nouvelles îles ou modifier le paysage sous-marin de façon dramatique. Les sources chaudes sous-marines, en plus de supporter des écosystèmes uniques, modifient la chimie de l'eau océanique à grande échelle. Les minéraux dissous qu'elles libèrent enrichissent l'océan en fer, manganèse et autres éléments essentiels. Sur des millions d'années, cette contribution a probablement joué un rôle dans la composition chimique de nos océans. La circulation profonde transporte non seulement de l'eau mais aussi de la chaleur. Bien que les courants profonds soient froids, ils distribuent l'énergie thermique à travers le système océanique global. Ce transfert de chaleur influence les climats régionaux et joue un rôle dans la stabilité du système climatique terrestre. Les particules plastiques ont malheureusement atteint même les profondeurs les plus reculées. Des microplastiques ont été trouvés dans les estomacs de créatures vivant à 11 km de profondeur dans la fosse des Mariannes. Cette découverte troublante souligne l'ampleur de la pollution plastique et la nécessité urgente de protéger ces environnements pristins. Les produits chimiques persistants comme les PCB se concentrent dans les tissus des organismes des profondeurs. Bien que ces polluants aient été interdits il y a des décennies, ils persistent dans l'environnement et s'accumulent dans les chaînes alimentaires. Les créatures des profondeurs, vivant longtemps et se nourrissant de matière organique qui coule, peuvent accumuler des concentrations élevées de ces toxines. Le bruit anthropique pollue maintenant même les profondeurs océaniques. Les moteurs de navires, les activités de forage et les relevés sismiques créent un vacarme sous-marin qui peut perturber les mammifères marins et potentiellement affecter d'autres organismes. Ce bruit constant représente une forme de pollution souvent négligée mais potentiellement significative. La pêche en eau profonde capture des espèces qui peuvent avoir des décennies ou même des siècles. Le grenadier orange rougui, par exemple, peut vivre plus de 150 ans et ne se reproduit qu'après 20 à 30 ans. La pêche intensive de telles espèces est fondamentalement non durable, épuisant des populations qui mettront des générations à se reconstituer. Le chalutage de fond détruit les habitats des profondeurs. Les énormes filets raclant le fond océanique écrasent les coraux anciens, dispersent les communautés d'éponges et perturbent les sédiments. Les cicatrices laissées par cette pratique peuvent persister pendant des décennies ou des siècles dans les environnements à croissance lente des profondeurs. Les aires marines protégées offrent de l'espoir pour la conservation des profondeurs. Certaines nations ont créé de vastes sanctuaires où l'exploitation est interdite ou strictement limitée. Ces zones protégées permettent aux écosystèmes de se régénérer et servent de refuge pour la biodiversité. Elles démontrent qu'avec de la volonté politique, nous pouvons protéger ces environnements précieux. La recherche scientifique dans les profondeurs révèle constamment de nouvelles espèces. On estime que plus de 2/3 des espèces marines restent à découvrir, et la majorité de ces espèces inconnues vivent probablement dans les profondeurs. Chaque expédition de recherche ramène des créatures jamais vues auparavant, soulignant l'immensité de notre ignorance sur les océans profonds. Les découvertes médicales provenant des profondeurs offrent un potentiel énorme. Des composés extraits d'organismes des profondeurs ont montré des propriétés anticancéreuses, antibiotiques et anti-inflammatoires. Les enzymes des extrémophiles sont utilisées dans la biotechnologie et la médecine. Ces trésors biochimiques soulignent la valeur de préserver la biodiversité marine. Les éponges marines des profondeurs produisent certains des composés chimiques les plus complexes connus. Ces molécules défendent les éponges contre les prédateurs et les infections. Les scientifiques étudient ces composés pour développer de nouveaux médicaments, mais synthétiser ces molécules complexes en laboratoire reste un défi majeur. Les bactéries des profondeurs produisent des enzymes qui fonctionnent dans des conditions extrêmes. Ces protéines thermostables sont précieuses pour les processus industriels nécessitant des températures élevées. L'enzyme Taq polymérase, utilisée dans la réaction en chaîne par polymérase pour amplifier l'ADN, provient d'une bactérie thermophile découverte dans une source chaude.
Les archées méthanogènes des profondeurs produisent du méthane à partir de dioxyde de carbone et d'hydrogène. Ces micro-organismes anciens utilisent l'une des voies métaboliques les plus primitives, peut-être similaire à celle des premiers organismes sur Terre. Leur étude nous aide à comprendre les origines de la vie et peut informer notre recherche de vie sur d'autres planètes. Les écosystèmes chimiosynthétiques remettent en question notre compréhension de ce qui est nécessaire pour la vie. Ces communautés prospèrent sans lumière solaire, tirant leur énergie de réactions chimiques. Cette découverte a élargi notre conception des environnements habitables, suggérant que la vie pourrait exister dans des endroits précédemment considérés comme stériles. Peut-être même sur d'autres mondes. Les lunes glacées de Jupiter et Saturne, comme Europa et Encelade, possèdent des océans sous leur croûte glacée. Les conditions dans ces océans aliens pourraient ressembler à certains égards aux profondeurs terrestres, sombres, froids, et potentiellement alimentés par une activité hydrothermale. L'étude de la vie dans nos propres océans profonds guide notre recherche de vie extraterrestre. Les similitudes entre certains environnements des profondeurs et Mars ancien suggèrent que si la vie a émergé sur Mars, elle aurait pu exister dans des environnements hydrothermaux souterrains. Les stratégies de survie développées par les extrémophiles terrestres pourraient être similaires à celles que la vie martienne aurait pu développer. La résilience de la vie dans les profondeurs inspire l'optimisme pour la capacité de la vie à persister face aux changements environnementaux. Ces écosystèmes ont survécu à d'innombrables bouleversements géologiques et climatiques sur des millions d'années. Leur endurance témoigne de l'adaptabilité et de la ténacité remarquable de la vie. Les cycles biogéochimiques dans les profondeurs sont lents mais puissants. Le carbone, l'azote, le soufre et d'autres éléments circulent à travers les organismes vivants, l'eau et les sédiments sur des échelles de temps géologiques. Ces cycles connectent les profondeurs au reste de la biosphère terrestre de manière fondamentale mais souvent invisible. La productivité primaire dans les profondeurs ne provient pas de la photosynthèse mais de la chimiosynthèse. Les bactéries et archées utilisant l'énergie chimique forment la base de chaînes alimentaires entières. Cette productivité primaire sombre complète la productivité photosynthétique plus familière, montrant que la vie a trouvé plusieurs chemins vers le même but. Les cascades d'énergie dans les écosystèmes profonds sont différentes de celles en surface. Avec moins d'énergie disponible, les chaînes alimentaires tendent à être plus courtes. Chaque transfert d'énergie d'un organisme à un autre est précieux, et peu d'énergie peut être gaspillée. Cette efficacité métabolique est une adaptation essentielle à la vie dans un environnement pauvre en ressources. Les stratégies d'alimentation dans les profondeurs reflètent la rareté de la nourriture. Certains poissons ont des estomacs extensibles qui peuvent contenir des proies plus grandes qu'eux-mêmes, leur permettant de profiter pleinement des rares opportunités alimentaires. D'autres ont des métabolismes si lents qu'ils peuvent survivre pendant des mois sans manger. Les mâchoires des poissons des profondeurs montrent souvent des adaptations extrêmes. Certaines espèces ont des mâchoires qui peuvent se déloquer, leur permettant d'avaler des proies énormes. D'autres ont des dents orientées vers l'arrière qui empêchent les proies de s'échapper une fois capturées. Ces adaptations reflètent l'importance cruciale de ne jamais laisser échapper un repas. Les couleurs dans les profondeurs sont principalement noires, rouges ou transparentes. Ces colorations offrent un camouflage dans l'obscurité. Les rouges apparaissent noirs en l'absence de lumière rouge, rendant les animaux invisibles. La transparence fonctionne également, rendant difficile de détecter les organismes même avec de la bioluminescence. Les motifs de bioluminescence servent de code de reconnaissance entre espèces. Chaque espèce a souvent son propre arrangement unique de photophores, permettant aux individus d'identifier les membres de leur propre espèce dans l'obscurité. Cette signalisation lumineuse est cruciale pour trouver des partenaires dans l'immensité sombre. Les prédateurs des profondeurs doivent équilibrer l'énergie dépensée pour chasser contre l'énergie gagnée en mangeant. Dans un environnement où chaque calorie compte, cette économie énergétique dicte le comportement. Beaucoup de prédateurs adoptent des stratégies d'embuscade, attendant immobiles que les proies viennent à eux plutôt que de chasser activement. Les relations proies-prédateurs dans les profondeurs ont évolué pendant des millions d'années, créant une course aux armements évolutive. Les proies développent de meilleures défenses, forçant les prédateurs à développer de meilleures armes de chasse, et le cycle continue. Cette coévolution a produit certaines des adaptations les plus extraordinaires du règne animal. Les stratégies défensives incluent la bioluminescence utilisée pour aveugler ou distraire les attaquants. Certains calmars peuvent éjecter un nuage de liquide bioluminescent qui brille intensément, créant un leurre lumineux pendant que le calmar s'échappe dans l'obscurité. Cette tactique de contre-illumination est élégante dans sa simplicité.
Les épines et les écailles blindées protègent certains poissons des profondeurs. Bien que métaboliquement coûteuses à produire et à maintenir, ces défenses physiques peuvent faire la différence entre la vie et la mort lors d'une rencontre avec un prédateur. L'équilibre entre protection et efficacité énergétique façonne l'évolution de ces structures. Les toxines sont une autre stratégie défensive employée par diverses créatures des profondeurs. Certaines méduses, anémones, et même quelques poissons possèdent des venins puissants qui peuvent repousser ou tuer les prédateurs. Ces armes chimiques sont particulièrement efficaces dans un environnement où les rencontres sont rares et doivent être conclusives. Le mimétisme existe même dans l'obscurité des profondeurs. Certains organismes imitent l'apparence ou les motifs de bioluminescence d'espèces toxiques ou dangereuses, gagnant ainsi une protection sans avoir à développer les défenses réelles. Cette tromperie évolutive démontre la sophistication des stratégies de survie. Les zones de transition entre différentes profondeurs sont particulièrement riches en biodiversité. Les limites entre la zone crépusculaire et la zone de minuit, ou entre les eaux pélagiques et le fond océanique, offrent des opportunités uniques. Les organismes peuvent exploiter les ressources des deux zones, créant des niches écologiques spécialisées. Les monts sous-marins agissent comme des oasis dans le désert abyssal. Les courants heurtant ces obstacles forcent les eaux profondes riches en nutriments vers le haut, créant des zones de productivité accrue. Les poissons, les mammifères marins et les oiseaux marins se rassemblent souvent autour de ces caractéristiques topographiques. Les canyons sous-marins canalisent les nutriments des plateaux continentaux vers les profondeurs. Ces voies créent des corridors de vie connectant les écosystèmes côtiers aux plaines abyssales. La diversité dans ces canyons peut être étonnamment élevée, avec des communautés complexes prospérant dans les courants riches en nutriments. Les flancs des dorsales médio-océaniques hébergent des écosystèmes variés. Des sources hydrothermales actives aux roches volcaniques colonisées par des micro-organismes lithophiles, ces chaînes de montagnes sous-marines sont des hotspots de diversité géologique et biologique. Elles représentent les frontières actives des plaques tectoniques, où la Terre renouvelle constamment sa croûte. Les zones de subduction où les plaques tectoniques plongent sous d'autres créent les fosses les plus profondes. Ces zones sont géologiquement actives, sujettes aux tremblements de terre et parfois au volcanisme. Les forces titanesques en jeu remodèlent constamment le fond océanique, créant et détruisant des habitats sur des échelles de temps géologiques. La tectonique des plaques entraîne lentement la migration des continents, changeant la configuration des bassins océaniques sur des millions d'années. Ces changements ont profondément influencé l'évolution de la vie marine. La fermeture et l'ouverture de passages océaniques ont contrôlé les courants, influençant le climat global et la distribution des espèces. Les supercontinents du passé ont créé des océans très différents de ceux d'aujourd'hui. Panthalassa, l'océan qui entourait le supercontinent Pangée, était vaste au-delà de l'imagination. Les profondeurs de ces anciens océans abritaient des écosystèmes que nous ne pouvons qu'imaginer, peuplés de créatures dont beaucoup n'ont laissé aucune trace fossile. Les extinctions de masse ont affecté les océans profonds ainsi que les eaux de surface. L'extinction Permien-Trias, la plus dévastatrice de l'histoire de la Terre, a probablement causé des changements majeurs dans la chimie océanique qui ont affecté les profondeurs. La récupération de tels événements a pris des millions d'années. La grande oxygénation, il y a environ 2,5 milliards d'années, a transformé les océans. L'accumulation d'oxygène produit par les cyanobactéries a permis l'évolution de formes de vie plus complexes. Ce changement fondamental a préparé le terrain pour toute la biodiversité marine que nous voyons aujourd'hui, y compris dans les profondeurs. Les origines de la vie elle-même peuvent avoir eu lieu dans les profondeurs océaniques. Certains scientifiques proposent que les sources hydrothermales aient fourni l'énergie et les conditions chimiques nécessaires aux premières réactions biochimiques. Les gradients de température et de pH autour de ces évents auraient pu conduire les réactions qui ont finalement produit les premières molécules autoréplicatives. Les stromatolites, parmi les plus anciennes traces fossiles de vie, se formaient dans des environnements marins peu profonds mais sont maintenant étudiés dans le contexte des origines de la vie. Les communautés microbiennes similaires dans les profondeurs modernes pourraient ressembler aux écosystèmes primitifs de la Terre primitive, offrant des fenêtres sur le passé lointain. Les tapis microbiens dans certains environnements des profondeurs ressemblent peut-être aux premiers écosystèmes terrestres. Ces communautés de micro-organismes travaillant ensemble représentent une forme d'organisation biologique qui a précédé les organismes multicellulaires. Leur étude nous aide à comprendre comment la vie complexe a émergé de communautés microbiennes simples. Les cellules eucaryotes, avec leurs noyaux et organites complexes, ont peut-être évolué à partir de relations symbiotiques entre différents types de micro-organismes. Les mitochondries, les centrales énergétiques des cellules,
étaient probablement autrefois des bactéries libres qui ont formé une relation mutuellement bénéfique avec leurs hôtes. Cette endosymbiose a été un événement crucial dans l'histoire de la vie. Les transferts horizontaux de gènes entre micro-organismes marins sont fréquents. Les bactéries et archées peuvent échanger des morceaux d'ADN, partageant rapidement des adaptations utiles à travers les populations. Ce processus accélère l'évolution et permet aux communautés microbiennes de s'adapter rapidement aux changements environnementaux. Les virus marins jouent un rôle dans ces transferts génétiques. En infectant une cellule, incorporant une partie de son ADN, puis infectant une autre cellule, les virus peuvent transférer accidentellement des gènes entre organismes différents. Cette transduction virale a probablement contribué significativement à l'évolution microbienne. Les communautés microbiennes forment des réseaux métaboliques complexes où les déchets d'un organisme sont la nourriture d'un autre. Ces syntrophies créent des cycles biogéochimiques efficaces dans les sédiments profonds. Aucun organisme seul ne pourrait survivre dans ces conditions, mais ensemble, la communauté prospère. Les biofilms sont des communautés microbiennes attachées à des surfaces, entourées d'une matrice qu'elles sécrètent. Ces structures protègent les cellules et facilitent la communication entre elles. Les biofilms colonisent pratiquement toutes les surfaces dans les océans profonds, des roches volcaniques aux carcasses de baleines. Les quorum sensing permet aux bactéries de coordonner leur comportement en fonction de leur densité de population. Lorsque suffisamment de cellules sont présentes, elles peuvent activer collectivement certains gènes, permettant des comportements qui ne seraient pas efficaces pour des cellules individuelles. Cette communication chimique est sophistiquée et essentielle pour la vie communautaire. Les sporulations permettent à certaines bactéries de survivre dans des conditions extrêmement défavorables. Ces endospores peuvent persister pendant des décennies, des siècles, peut-être même des millénaires en dormance. Lorsque les conditions s'améliorent, elles peuvent germer et reprendre leur croissance active, une stratégie de survie remarquable. Les archées méthanotrophes anaérobies oxydent le méthane sans oxygène, un processus chimiquement difficile. Ces micro-organismes travaillent en consortium avec des bactéries sulfato-réductrices, les deux groupes coopérant pour réaliser ensemble ce qu'aucun ne pourrait faire seul. Cette symbiose complexe prévient d'énormes quantités de méthane de s'échapper des sédiments vers l'atmosphère. Les cycles du soufre dans les profondeurs sont complexes et impliquent de nombreux types de micro-organismes. Certains oxydent les sulfures, d'autres réduisent les sulfates, et ensemble ils maintiennent un cycle qui recycle constamment le soufre entre différentes formes chimiques. Ces transformations sont cruciales pour la chimie océanique et soutiennent des écosystèmes entiers. La fixation de l'azote dans les profondeurs convertit l'azote gazeux dissous en forme que d'autres organismes peuvent utiliser. Bien que moins étudié que la fixation de l'azote en surface, ce processus contribue probablement significativement au budget global d'azote de l'océan. Les micro-organismes effectuant cette transformation sont essentiels pour maintenir la productivité océanique. Les cycles du fer dans les océans profonds sont influencés par les sources hydrothermales qui libèrent du fer dissous. Ce fer peut être transporté sur de grandes distances avant de précipiter, fertilisant potentiellement des régions éloignées de l'océan. Le fer est souvent un nutriment limitant, donc ses apports des profondeurs peuvent avoir des impacts écologiques disproportionnés. Les manganèses et autres métaux traces suivent également des cycles biogéochimiques complexes. Les micro-organismes peuvent oxyder ou réduire ces métaux, les mobilisant ou les immobilisant dans les sédiments. Ces processus microbiens influencent la disponibilité des métaux pour d'autres organismes et affectent la chimie des sédiments sur le long terme. Les communautés benthiques, celles vivant sur ou dans le fond océanique, montrent une diversité étonnante même dans les plaines abyssales apparemment monotones. Chaque centimètre carré de sédiment peut contenir des dizaines d'espèces microscopiques différentes. Cette biodiversité cachée rivalise avec celle des forêts tropicales, bien que dans un royaume entièrement différent. Les vers nématodes sont parmi les organismes les plus abondants dans les sédiments profonds. Ces petits vers ronds se faufilent entre les grains de sédiments, se nourrissant de bactéries et de détritus. Leur diversité est stupéfiante, avec des milliers d'espèces décrites et probablement beaucoup plus restant à découvrir. Les copépodes benthiques rampent et nagent à travers les sédiments de surface. Ces minuscules crustacés sont des brouteurs efficaces de bactéries et d'algues microscopiques. Leurs populations peuvent atteindre des milliers d'individus par mètre carré, formant une partie importante de la faune benthique. Les ostracodes sont de minuscules crustacés enfermés dans une coquille bivalve. Ils ressemblent à de microscopiques palourdes mais sont en fait des parents des crevettes. Leurs coquilles s'accumulent dans les sédiments et sont utilisées par les paléontologues pour reconstruire les conditions océaniques anciennes.
Les forages dans les sédiments profonds ont révélé des micro-organismes vivant à plus de 2 km sous le fond océanique. Ces cellules ont des taux métaboliques extraordinairement bas, se divisant peut-être seulement une fois tous les plusieurs siècles. Elles survivent sur l'énergie géochimique libérée par les réactions entre l'eau de mer et les roches. Les fluides interstitiels, l'eau emprisonnée entre les grains de sédiments, créent un habitat unique. Ces espaces microscopiques abritent des communautés entières adaptées à vivre dans des volumes d'eau incroyablement petits. La chimie de ces fluides peut être très différente de l'eau de mer sous-jacente, créant des micro-environnements spécialisés. Les pockmarks sont des dépressions circulaires sur le fond océanique causées par l'échappement de fluides depuis les sédiments. Ces cratères peuvent mesurer des centaines de mètres de diamètre et sont souvent des sites d'activité biologique accrue. Les fluides émergents transportent des nutriments qui soutiennent des communautés microbiennes et animales spécialisées. Les diapyres de sel sont des dômes de sel remontant à travers les couches sédimentaires. Leur mouvement ascendant déforme les sédiments environnants, créant des structures géologiques complexes. Les fluides circulant autour de ces structures peuvent supporter des écosystèmes uniques, et certains diapyres percent le fond océanique, créant des monticules de sel sous-marin. Les slides et slumps sont des masses de sédiments qui se sont déplacés en masse le long du fond océanique. Ces événements géologiques peuvent créer un terrain accidenté et complexe qui offre une variété d'habitats. Les zones perturbées par ces mouvements montrent souvent une succession écologique alors que la vie recolonise lentement les sédiments perturbés. Les courants de contour, qui suivent les contours bathymétriques, peuvent éroder les sédiments et créer des dépôts de contourite. Ces courants profonds et persistants sculptent le fond océanique, créant des dunes sous-marines et des crêtes sédimentaires. Les organismes benthiques doivent s'adapter aux conditions d'écoulement créées par ces courants. Les zones de upwelling profond ramènent des eaux riches en nutriments vers des niveaux moins profonds. Bien que moins spectaculaires que les upwelling côtiers, ces remontées profondes contribuent à la fertilisation des eaux intermédiaires. Elles créent des zones de productivité accrue qui peuvent s'étendre sur de vastes régions océaniques. Les tourbillons mésoéchelles transportent de l'eau et des organismes sur de grandes distances horizontales. Ces structures rotatives peuvent avoir des dizaines ou des centaines de kilomètres de diamètre et pénétrer profondément dans la colonne d'eau. Ils agissent comme des navettes biologiques, dispersant les larves et connectant des populations éloignées. Les fronts océaniques, où des masses d'eau de propriétés différentes se rencontrent, s'étendent souvent des profondeurs jusqu'à la surface. Ces zones de transition sont des hotspots de diversité et de productivité. Les organismes se concentrent souvent le long des fronts, exploitant les gradients de température, de salinité et de nutriments. Les zones de minimum d'oxygène naturel se produisent à des profondeurs intermédiaires dans certains océans. Ces couches d'eau appauvries en oxygène créent des barrières pour de nombreux organismes mais sont habitées par des espèces spécialisées tolérantes à l'hypoxie. L'expansion de ces zones due au changement climatique est préoccupante pour les écosystèmes marins. Les bactéries dénitrifiantes dans les zones pauvres en oxygène convertissent les nitrates en azote gazeux, complétant le cycle de l'azote. Ce processus retire l'azote fixé de l'océan, le retournant à l'atmosphère. Dans certaines régions, la dénitrification peut être si intense qu'elle crée des zones mortes où peu d'organismes complexes peuvent survivre. Les organismes tolérants à l'hypoxie ont développé des adaptations physiologiques remarquables. Certains ont des protéines porteuses d'oxygène extrêmement efficaces, d'autres peuvent basculer vers le métabolisme anaérobie lorsque l'oxygène devient rare. Ces adaptations leur permettent de prospérer dans des conditions que la plupart des animaux trouveraient mortelles. Les méduses et les salpes prospèrent souvent dans les zones pauvres en oxygène. Leur métabolisme faible et leur capacité à tolérer l'hypoxie leur donnent un avantage compétitif. Dans certaines régions, ces organismes gélatineux deviennent dominants alors que les poissons et autres prédateurs déclinent. Les blooms de méduses dans les océans modernes peuvent être liés à l'expansion des zones pauvres en oxygène et à d'autres perturbations anthropiques. Ces proliférations massives peuvent avoir des impacts écologiques et économiques significatifs, affectant les pêcheries et interférant même avec les installations industrielles côtières. Les relations trophiques dans les profondeurs sont souvent basées sur la prédation plutôt que sur l'herbivorie. Avec peu de production primaire photosynthétique, les chaînes alimentaires dépendent de la matière organique coulant depuis la surface. Cette dépendance crée une connexion fondamentale entre les écosystèmes de surface et profonds. Les omnivores sont communs dans les profondeurs, leur flexibilité alimentaire étant avantageuse dans un environnement où la nourriture est imprévisible. Un organisme capable de consommer aussi bien des détritus que des proies vivantes a de meilleures chances de survie que les spécialistes stricts.
Les opportunistes se rassemblent rapidement autour des chutes de nourriture dans les profondeurs. Des caméras appâtées montrent comment les charognards peuvent localiser et consommer une carcasse en quelques heures seulement, malgré l'immensité et l'obscurité de leur environnement. Cette efficacité suggère que les signaux chimiques se propagent efficacement dans les eaux profondes. Les comportements sociaux existent même dans les profondeurs. Certains poissons forment des bancs. Les individus restant ensemble pour des raisons qui peuvent inclure la protection contre les prédateurs ou l'amélioration de l'efficacité de la recherche de nourriture. Ces agrégations sont remarquables dans un environnement où les rencontres sont rares. Les sites d'agrégation pour la reproduction sont connus pour certaines espèces des profondeurs. Ces lieux de rassemblement permettent aux individus dispersés de se trouver pour se reproduire. Les signaux utilisés pour coordonner ces rassemblements restent mystérieux mais incluent probablement des phéromones chimiques et peut-être des signaux bioluminescents. Les stratégies reproductives varient largement dans les profondeurs. Certaines espèces produisent de grandes quantités de petits œufs, misant sur la quantité. D'autres produisent peu d'œufs plus grands avec plus de provisions, investissant dans la qualité. Chaque stratégie a ses avantages dans différentes conditions environnementales. Les hermaphrodites sont relativement communs dans certains groupes d'organismes des profondeurs. La capacité de fonctionner comme mâle ou femelle augmente les chances de reproduction réussies lors des rares rencontres. Certaines espèces sont hermaphrodites séquentielles, changeant de sexe au cours de leur vie. Les cycles de vie complexes avec des stades larvaires pélagiques sont courants. Les larves dérivent dans les courants, potentiellement sur de grandes distances, avant de se métamorphoser et de s'installer. Cette dispersion larvaire maintient les connexions génétiques entre des populations séparées géographiquement. La sélection de l'habitat par les larves qui se déposent est un processus critique. Les larves doivent identifier des substrats appropriés pour s'installer, utilisant des signaux chimiques et peut-être tactiles. Une mauvaise décision peut être fatale, donc l'évolution a affiné ses comportements de sélection sur des millions d'années. Les structures biogéniques créées par des organismes fournissent des habitats pour d'autres espèces. Les coquilles vides, les tubes abandonnés, et même les pellets fécaux deviennent des substrats pour la colonisation. Cette modification de l'habitat par les organismes, appelée bio-ingénierie de l'écosystème, augmente la complexité et la diversité de l'habitat. Les récifs de coraux d'eau froide créent des structures tridimensionnelles complexes qui abritent des milliers d'espèces. Ces oasis de biodiversité dans les profondeurs sont comparables aux récifs coralliens tropicaux en termes de diversité et d'importance écologique. Ils croissent lentement, certains récifs ayant des milliers d'années. Les jardins de coraux bambous s'élèvent du fond océanique comme des forêts sous-marines. Ces coraux gorgoniens peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur, leurs branches fournissant des perchoirs pour les étoiles de mer, les crinoïdes et d'autres organismes suspensivores. Les courants les font onduler gracieusement comme des arbres dans une brise. Les lits d'éponges hexactinélides ou éponges en verre forment des habitats uniques. Leurs spicules siliceux créent des structures délicates mais durables. Après la mort de l'éponge, son squelette persiste, fournissant un substrat pour d'autres organismes pendant des décennies ou des siècles. Les prairies d'invertébrés filtreurs transforment le fond océanique en jardin vivant. Les crinoïdes, les ophures et d'autres organismes se dressent dans les courants, leurs appendices capturant les particules alimentaires. Ces communautés peuvent être étonnamment denses, avec des centaines d'individus par mètre carré. Les forêts de pénatules, ou plumes de mer, ondulent dans les courants profonds. Ces cnidaires coloniaux ressemblent à des plumes géantes plantées dans les sédiments. Leurs polypes capturent le plancton dérivant, et les colonies entières peuvent se rétracter dans les sédiments lorsqu'elles sont dérangées. Les champs de xénophyophores sont des assemblages de protozoaires géants unicellulaires. Ces organismes remarquables peuvent atteindre plusieurs centimètres de diamètre, énormes pour des cellules uniques. Ils construisent des tests complexes à partir de sédiments collés, créant des structures qui modifient leur micro-environnement. Les tapis bactériens blancs recouvrent certaines zones du fond océanique, particulièrement autour des suintements froids. Ces couvertures microbiennes épaisses peuvent s'étendre sur des mètres carrés, métabolisant le méthane et les sulfures. Ils créent des conditions chimiques uniques qui supportent des communautés animales spécialisées. Les structures de carbonate otigénique se forment lorsque les activités microbiennes précipitent du carbonate de calcium. Ces roches peuvent créer des substrats durs dans des environnements autrement dominés par les sédiments mous. Les organismes nécessitant des surfaces dures pour s'attacher colonisent ces îlots rocheux. Les talus continentaux, les pentes raides entre les plateaux continentaux et les plaines abyssales, sont des zones de transition écologique.
Les conditions changent rapidement avec la profondeur, créant une mosaïque d'habitats. La biodiversité sur les talus peut être exceptionnellement élevée en raison de cette hétérogénéité environnementale. Les failles et les fractures dans le fond océanique peuvent canaliser les fluides riches en nutriments depuis les profondeurs de la croûte. Ces zones de suintement diffus supportent souvent des communautés microbiennes et animales enrichies. Elles représentent des connexions entre la géosphère profonde et la biosphère. Les volcans de boue froid expulsent un mélange de sédiments, d'eau et de gaz. Contrairement aux volcans de boue terrestre, ceux des profondeurs marines peuvent être actifs pendant des millénaires. Leurs éruptions lentes mais continues créent des monticules qui s'élèvent au-dessus du plancher océanique environnant. Les brine pools sont des lacs d'eau hypersaline sur le fond océanique. Plus denses que l'eau de mer normale, ces saumures restent séparées, créant des interfaces nettes ressemblant à des lacs. Les organismes ne peuvent généralement pas survivre dans la saumure elle-même, mais les interfaces supportent des communautés microbiennes uniques. Les bassins anoxiques profonds contiennent de l'eau dépourvue d'oxygène, parfois depuis des millénaires. Ces bassins sont effectivement des zones mortes pour les organismes aérobies, mais ils abritent des communautés anaérobies spécialisées. Les processus biogéochimiques dans ces bassins peuvent être très différents du reste de l'océan. Les interfaces redox, où les conditions chimiques changent d'oxique à anoxique, sont des zones d'activité microbienne intense. Les bactéries et archées exploitent les gradients chimiques pour l'énergie, effectuant des transformations qui affectent les cycles globaux des éléments. Les communautés de tapis microbiens stratifiés montrent une organisation verticale basée sur les gradients chimiques. Différentes espèces occupent différentes profondeurs dans le tapis, chacune exploitant les conditions chimiques à son niveau. Cette stratification crée une structure communautaire complexe dans seulement quelques millimètres. Les cycles diurnes de pH et d'oxygène dans certains sédiments sont causés par l'activité photosynthétique et respiratoire des micro-organismes. Même dans l'obscurité des profondeurs, certains micro-organismes utilisent la lumière de la bioluminescence ou des processus non photosynthétiques pour créer des rythmes métaboliques. Les perturbations biotiques, causées par les animaux fouissant les sédiments, jouent un rôle important dans le mélange des sédiments profonds. Les holoturies, les vers polychètes et d'autres organismes retournent constamment les sédiments de surface, un processus appelé bioturbation qui affecte l'oxygénation et le recyclage des nutriments. Les traces fossiles ou ichnofossiles dans les sédiments anciens révèlent les activités d'organismes disparus depuis longtemps. Ces traces d'alimentation, de repos et de déplacement sont parfois les seules preuves de vie dans les roches sédimentaires. Elles racontent des histoires de comportement et d'écologies anciennes. Les tempestites dans les séquences sédimentaires anciennes enregistrent les tempêtes qui ont perturbé le fond océanique. Même dans les profondeurs, les tempêtes de surface peuvent générer des courants assez forts pour mobiliser les sédiments. Ces couches d'événements ponctuent le enregistrement géologique. Les courants de turbidité, bien que catastrophiques lorsqu'ils se produisent, créent certains des dépôts sédimentaires les plus importants. Ces avalanches sous-marines peuvent transporter d'énormes volumes de sédiments sur de grandes distances. Les roches qu'elles forment, appelées turbidités, sont parmi les plus communes dans l'enregistrement géologique. Les levées de canaux sous-marins se forment lorsque les courants de turbidité débordent des canyons. Ces digues naturelles peuvent atteindre des centaines de mètres de hauteur, canalisant les événements futurs et influençant le flux des sédiments sur le plancher océanique. Elles créent une topographie complexe qui affecte la distribution des organismes. Les lobes de dépôt sont des accumulations en forme d'éventail de sédiments au bout des canyons sous-marins. Ces structures peuvent s'étendre sur des dizaines de kilomètres, créant des zones de sédiments relativement frais riches en matière organique. Les communautés benthiques sur ces lobes peuvent être plus productives que les plaines abyssales environnantes. Les dépôts de débris flow sont des mélanges chaotiques de sédiments et de roches déposés par des écoulements de masse. Ces dépôts créent un terrain accidenté avec une variété de types de substrats. L'hétérogénéité résultante peut supporter une diversité accrue d'organismes benthiques. Les slumps rotationnels créent des escarpements et des bassins fermés sur le fond océanique. Ces caractéristiques topographiques peuvent piéger les sédiments et créer des micro-environnements avec des conditions différentes du plancher environnant. Ils ajoutent à la complexité structurelle du fond marin. Les fonds durcis, ou hard ground, se forment lorsque les sédiments sont cimentés par des précipitations minérales. Ces surfaces dures dans des environnements autrement mous fournissent des substrats pour l'attachement des organismes sessiles. Ils peuvent supporter des communautés distinctes de sel sur les sédiments mous adjacents. Les pavements de manganèse recouvrent certaines zones des plaines abyssales.
Ces croûtes noires luisantes se forment par précipitation lente d'oxyde de manganèse depuis l'eau de mer. Leur surface dure est colonisée par des éponges, des coraux et d'autres organismes nécessitant un substrat ferme. Les croûtes de ferromanganèse sur les monts sous-marins contiennent non seulement du manganèse mais aussi du cobalt, du nickel et d'autres métaux précieux. Ces dépôts croissent extrêmement lentement, seulement quelques millimètres par million d'années. Leur exploitation potentielle soulève des questions environnementales complexes. Les phosphorites sont des roches riches en phosphate qui se forment dans certains environnements marins. Les upwellings qui apportent des eaux riches en nutriments peuvent créer des conditions favorables à leur formation. Ces dépôts sont importants économiquement comme source de phosphate pour les engrais. Les barytes otigéniques se forment dans certains sédiments marins, précipitant depuis l'eau interstitielle. Ces minéraux lourds s'accumulent dans les sédiments, créant parfois des couches distinctes. Leur présence peut indiquer des conditions chimiques spécifiques dans l'environnement de dépôt. Les sulfures métalliques déposés autour des évents hydrothermaux contiennent du cuivre, du zinc, du plomb et d'autres métaux précieux. Ces dépôts, appelés sulfures massifs volcanogéniques, se forment lorsque les fluides hydrothermaux riches en métaux se refroidissent et précipitent leurs minéraux dissous. Certains de ces dépôts sont maintenant exposés sur les continents, formant d'importants gisements minéraux. Les ophiolites sont des sections de croûtes océaniques anciennes poussées sur les continents par la tectonique des plaques. Ces séquences rocheuses préservent des exemples de planchers océaniques anciens, incluant parfois des communautés fossiles d'évents hydrothermaux. Elles fournissent des fenêtres sur les océans profonds du passé géologique. Les formations de fer rubané sont parmi les roches sédimentaires les plus anciennes, formées il y a plus de 2 milliards d'années dans les océans précambriens. Leurs bandes alternées de fer et de silice enregistrent les changements dans la chimie océanique pendant la grande oxygénation. Ces roches témoignent d'un océan très différent de celui d'aujourd'hui. Les chairs sont des roches siliceuses formées de l'accumulation de squelettes d'organismes comme les radiolaires et les diatomées. Ces roches dures et résistantes préservent souvent des microfossiles exquis. Elles racontent des histoires de productivité océanique ancienne et de chimie de la silice dans les océans du passé. Les chales noires riches en matière organique se forment dans des environnements océaniques anoxiques. Ces roches sont les sources de beaucoup de pétrole et de gaz naturel dans le monde. Leur formation nécessite des conditions spéciales où la matière organique peut s'accumuler sans être décomposée par l'oxygénation. Les événements océaniques anoxiques dans l'histoire géologique ont laissé des marques distinctives dans les roches sédimentaires. Ces périodes où de vastes régions océaniques sont devenues dépourvues d'oxygène ont eu des impacts dramatiques sur la vie marine. L'étude de ces événements anciens nous aide à comprendre les risques potentiels de la désoxygénation océanique moderne. Les cycles glaciaires ont profondément affecté les océans profonds. Pendant les périodes glaciaires, le niveau de la mer baissait de plus de 100 mètres, exposant de vastes zones des plateaux continentaux. Les changements dans la circulation océanique affectaient la distribution de l'oxygène et des nutriments dans les profondeurs, remodelant les écosystèmes abyssaux. Les dépôts de dropstone dans les sédiments profonds enregistrent le passage d'icebergs. Ces roches transportées par la glace tombent sur le fond océanique lorsque les icebergs fondent, créant des inclusions inhabituelles dans les sédiments fins. Leur distribution révèle les routes des icebergs anciens et l'étendue des calottes glaciaires passées. Les varves glaciaires marines sont des couches sédimentaires annuelles déposées dans les fjords et les bassins océaniques près des glaciers. Ces couplets alternants de sédiments grossiers et fins enregistrent les cycles saisonniers, permettant aux scientifiques de compter les années comme des anneaux d'arbres. Ils fournissent des chronologies précises pour les événements glaciaires. Les moraines sous-marines marquent les positions passées des fronts glaciaires. Ces accumulations de débris glaciaires forment des crêtes sur le fond océanique qui révèlent comment les glaciers ont avancé et reculé au fil du temps. Elles sont des archives physiques de l'histoire climatique. Les canaux d'eau de fonte sous-glaciaire ont érodé des vallées profondes dans les plateaux continentaux. Ces canaux, creusés par les flux d'eau de fonte sous les calottes glaciaires, sont maintenant submergés et offrent des habitats uniques. Leur topographie complexe crée des niches pour diverses communautés benthiques. Les récifs coralliens fossiles dans ce qui est maintenant les profondeurs océaniques indiquent des niveaux de mer passés différents. Ces structures, formées lorsque les régions étaient plus peu profondes, sont maintenant submergées et peuvent être colonisées par des organismes d'eau profonde. Elles témoignent des changements dramatiques du niveau de la mer au fil du temps géologique. Les terrasses d'érosion sous-marine marquent d'anciennes lignes de rivage. Ces plateformes plates taillées par l'action des vagues lorsque le niveau de la mer était plus bas sont maintenant des caractéristiques bathymétriques distinctives.
Elles fournissent des surfaces relativement plates dans des environnements autrement en pente. Les deltas sous-marins sont formés par les sédiments déposés au débouché des rivières. Ces structures peuvent s'étendre loin de la côte, créant des accumulations épaisses de sédiments terrestres sur le plancher océanique. Ils connectent les systèmes terrestres et marins, transportant des nutriments et de la matière organique vers les profondeurs. Les plumes de sédiments des rivières peuvent être tracées sur des centaines de kilomètres dans l'océan. Ces panaches turbides transportent non seulement des sédiments mais aussi des polluants et des nutriments depuis la Terre. Leur impact sur les écosystèmes marins peut être significatif, particulièrement dans les régions côtières. Les sédiments éoliens, transportés par le vent depuis les déserts et déposés dans l'océan, contribuent à la sédimentation marine. La poussière du Sahara, par exemple, fertilise l'océan Atlantique, apportant du fer et d'autres nutriments qui stimulent la croissance du phytoplancton. Cette connexion atmosphérique entre la Terre et la mer affecte la productivité océanique. Les retombées de cendres volcaniques créent des couches distinctives dans les sédiments marins. Ces téphras peuvent être corrélés entre des sites éloignés, fournissant des marqueurs temporels précis. Les éruptions volcaniques majeures laissent des signatures globales dans les sédiments océaniques. Les impacts de météorites ont créé d'énormes cratères sur le fond océanique. Bien que l'érosion et la sédimentation aient obscurci la plupart des cratères anciens, certains sont encore identifiables. L'impact qui a contribué à l'extinction des dinosaures a créé le cratère Chicxulub, maintenant partiellement sous le golfe du Mexique. Les tsunamis générés par les impacts, les tremblements de terre ou les glissements de terrain peuvent transporter des sédiments sur de grandes distances. Les dépôts de tsunamis dans les sédiments marins peuvent être identifiés par leur texture et leur composition chaotique. Ils enregistrent des événements catastrophiques dans l'histoire géologique. Les tempêtes extrêmes peuvent affecter les sédiments même à des profondeurs considérables. Les vagues générées par les ouragans peuvent remuer les sédiments à des dizaines de mètres de profondeur, créant des couches d'événements dans l'enregistrement sédimentaire. Ces tempestites témoignent de l'intensité des conditions météorologiques passées. Les changements dans les courants de fond laissent des signatures dans les sédiments. Les hiatus érosifs, les orientations des structures sédimentaires et les changements dans la taille des grains révèlent comment les courants profonds ont changé au fil du temps. Ces indices paléocéanographiques aident à reconstruire la circulation océanique ancienne. Les cycles de Milankovitch, les variations périodiques de l'orbite terrestre, sont enregistrés dans les sédiments marins. Ces cycles affectent le climat global et donc la sédimentation océanique. Les scientifiques utilisent ces signatures pour dater les sédiments et comprendre les mécanismes du changement climatique. Les inversions du champ magnétique terrestre sont enregistrées dans les sédiments et les roches basaltiques du fond océanique. Ces inversions créent un motif de bande magnétique symétrique de chaque côté des dorsales médio-océaniques. Cette découverte a été cruciale pour établir la théorie de la tectonique des plaques. Les anomalies magnétiques marines ont permis de calculer les taux d'expansion du fond océanique. En mesurant la largeur des bandes magnétiques et en connaissant quand les inversions se sont produites, les scientifiques peuvent déterminer à quelle vitesse de nouvelles croûtes océaniques se forment. Ces taux varient de quelques centimètres par an le long des dorsales lentes à plus de 15 centimètres par an le long des dorsales rapides. La cartographie bathymétrique moderne utilise des sonars multifaisceaux qui peuvent créer des cartes détaillées du fond océanique. Ces technologies ont révélé des caractéristiques jamais vues auparavant, transformant notre compréhension de la topographie sous-marine. Malgré ces progrès, plus de 80% du fond océanique reste cartographié avec moins de détails que la surface de Mars. Les satellites altimétriques peuvent mesurer la hauteur de la surface océanique avec une précision de quelques centimètres. Les variations subtiles dans cette hauteur reflètent la topographie du fond océanique en dessous, car l'attraction gravitationnelle des montagnes sous-marines attire l'eau vers elles. Cette technique permet une cartographie grossière de l'ensemble du fond océanique depuis l'espace. Les submersibles autonomes peuvent maintenant cartographier le fond océanique avec une résolution extraordinaire. Ces véhicules peuvent voler à quelques mètres au-dessus du fond, utilisant des sonars et des caméras pour créer des cartes détaillées. Les données qu'ils collectent révèlent des détails fins de la topographie et des communautés biologiques. Les techniques d'imagerie acoustique avancées peuvent même créer des images presque photographiques du fond océanique dans l'obscurité totale. Les sonars à balayage latéral et les sonars interférométriques produisent des images où les détails comme les traces d'organismes et les petites roches sont visibles. Ces outils sont révolutionnaires pour l'étude des environnements profonds. Les caméras remorquées au-dessus du fond océanique capturent des photographies continues du plancher marin.
Ces transects photographiques permettent aux scientifiques d'estimer les densités d'organismes et de caractériser les habitats. Les technologies modernes peuvent maintenant assembler ces images en mosaïques continues couvrant de vastes zones. Les échantillonneurs de sédiments multicaméra prélèvent plusieurs échantillons simultanément, permettant des comparaisons directes entre des sites proches. Ces dispositifs peuvent préserver la structure des sédiments de surface, capturant les couches délicates qui seraient autrement perturbées. Ils sont essentiels pour étudier les processus de surface et les communautés benthiques. Les box-cores prélèvent de grands blocs de sédiments, préservant les organismes benthiques dans leur position de vie. Ces échantillons permettent aux scientifiques d'étudier les communautés infaunales qui vivent enfouies dans les sédiments. L'analyse de ces échantillons révèle des biodiversités souvent surprenantes. Les carottes gravitaires peuvent pénétrer plusieurs mètres dans les sédiments, capturant des enregistrements de milliers d'années d'histoire. Ces cylindres de sédiments sont comme des livres d'histoire, chaque couche racontant une partie de l'histoire de l'océan et du climat. Les scientifiques analysent ces carottes couche par couche, reconstruisant le passé. Les carottes de forage peuvent atteindre plusieurs kilomètres sous le fond océanique. Les programmes de forage océanique comme IODP ont révolutionné notre compréhension de l'histoire de la Terre. Ces carottes ont révélé des micro-organismes vivant à des profondeurs extrêmes dans la croûte et ont fourni des enregistrements climatiques remontant à des millions d'années. Les observatoires sous-marins câblés fournissent de l'énergie et des connexions de données continues aux instruments sur le fond océanique. Ces systèmes permettent la surveillance en temps réel des processus océaniques profonds. Les scientifiques peuvent observer des événements comme les éruptions volcaniques et les tremblements de terre à mesure qu'ils se produisent. Les hydrophones sur le fond océanique écoutent les sons de la Terre et de la vie marine. Ces instruments détectent tout, des tremblements de terre au chant des baleines. Les réseaux d'hydrophones peuvent même localiser la position des sources sonores, créant des cartes acoustiques des océans. Les sismomètres océaniques enregistrent les tremblements de terre et aident à imager la structure interne de la Terre. Placer ces instruments sur le fond océanique est crucial car environ 70% de la surface de la Terre est couverte d'eau. Les données qu'ils collectent comblent des lacunes importantes dans notre compréhension de la sismologie globale. Les instruments de flux de chaleur mesurent le flux de chaleur sortant du fond océanique. Ces mesures révèlent l'activité géologique sous-jacente et aident à cartographier les zones de circulation hydrothermale. Les variations dans le flux de chaleur indiquent où l'eau de mer circule à travers la croûte océanique. Les expériences de colonisation utilisent des substrats artificiels placés sur le fond océanique pour étudier comment les organismes colonisent de nouveaux habitats. Ces études révèlent les taux de colonisation, les séquences de succession et les sources des organismes colonisateurs. Elles aident à comprendre comment les communautés se rétablissent après des perturbations. Les expériences d'exclusion utilisent des cages pour empêcher certains organismes d'accéder à des zones du fond océanique. En comparant les zones exclues aux zones de contrôle, les scientifiques peuvent déterminer l'importance de différents organismes dans le fonctionnement de l'écosystème. Ces manipulations expérimentales sont rares mais précieuses dans les études en profondeur. Les études de flux de particules utilisent des pièges à sédiments suspendus dans la colonne d'eau pour collecter la matière qui coule. Ces dispositifs révèlent combien de matière organique atteint différentes profondeurs et comment cela varie avec les saisons et d'autres facteurs. Ils sont essentiels pour comprendre le transfert de carbone vers les profondeurs. Les chambres benthiques mesurent les échanges de gaz et de nutriments entre les sédiments et l'eau sous-jacente. Ces instruments isolent un morceau du fond océanique et mesurent comment les concentrations de diverses substances changent au fil du temps. Ils révèlent les taux de respiration benthique et de recyclage des nutriments. Les études génétiques des populations révèlent comment les espèces des profondeurs sont connectées à travers les océans. Les analyses de l'ADN montrent que certaines espèces sont cosmopolites, trouvées dans tous les océans, tandis que d'autres sont endémiques à des régions spécifiques. Ces schémas reflètent l'histoire évolutive et la dispersion larvaire. Les techniques de métabarcoding permettent d'identifier toutes les espèces dans un échantillon environnemental en séquençant leur ADN. Cette approche révèle une biodiversité cachée qui serait manquée par l'identification morphologique traditionnelle. Elle transforme notre compréhension de qui vit dans les profondeurs. Les transcriptomiques révèlent quels gènes sont activement exprimés par les organismes des profondeurs. Ces études montrent comment les créatures s'adaptent aux conditions extrêmes au niveau moléculaire. Les voies métaboliques uniques découvertes peuvent avoir des applications biotechnologiques. Les protéomiques analysent les protéines produites par les organismes. Ces études révèlent les adaptations biochimiques aux pressions élevées, aux températures basses et à d'autres conditions extrêmes.
Les protéines des profondeurs ont souvent des structures uniques qui les stabilisent dans ces environnements. Les études métabolomiques caractérisent les petites molécules produites par les organismes. Ces métabolites secondaires incluent souvent des composés défensifs et des molécules de signalisation. Beaucoup ont des structures chimiques uniques et pourraient avoir des applications médicales ou industrielles. Les cultures en laboratoire d'organismes des profondeurs sont difficiles mais essentielles pour comprendre leur biologie. Recréer les conditions de haute pression et basse température nécessite un équipement spécialisé. Malgré les défis, cultiver ces organismes permet des expériences qui seraient impossibles in situ. Les aquariums de profondeur permettent d'observer le comportement des créatures abyssales. Bien que difficile de maintenir les conditions appropriées, ces installations ont révélé des comportements jamais vus dans la nature. Les observations directes complètent les données collectées par les caméras sous-marines. Les expéditions de recherche dans les profondeurs nécessitent une planification et des ressources énormes. Le temps de navire est coûteux, et les équipements peuvent valoir des millions. Malgré les coûts, ces expéditions révèlent constamment des découvertes qui transforment notre compréhension des océans. Les collaborations internationales sont essentielles pour l'exploration des profondeurs. Aucun pays ne peut seul explorer l'immensité des océans profonds. Les partenariats partagent les coûts et l'expertise, permettant des études plus complètes et ambitieuses. La formation de la prochaine génération d'océanographes est cruciale. Les programmes éducatifs qui exposent les étudiants à la recherche en profondeur inspirent de futurs scientifiques. Ces chercheurs continueront à percer les mystères des abysses. La communication scientifique au public augmente la sensibilisation à l'importance des océans profonds. Les documentaires, les articles et les programmes éducatifs inspirent l'émerveillement et le soutien pour la conservation. Quand les gens comprennent la beauté et l'importance de ces environnements, ils sont plus susceptibles de les protéger. La gestion des océans profonds nécessite un équilibre entre l'exploitation des ressources et la conservation. Les eaux internationales nécessitent une gouvernance coopérative. Les traités et accords internationaux sont essentiels pour protéger ces environnements partagés. L'exploitation minière en eau profonde représente une menace potentielle majeure. L'extraction de nodules polymétalliques, de croûte et de sulfure pourrait détruire des écosystèmes fragiles. Les impacts à long terme sont incertains, et le principe de précaution suggère de procéder avec une extrême prudence. Les zones de conservation marine dans les eaux profondes protègent les habitats critiques. Ces aires protégées préservent la biodiversité et permettent la récupération des écosystèmes dégradés. Elles servent également de référence pour évaluer les impacts humains dans les zones non protégées. L'importance culturelle et spirituelle des océans est profonde dans de nombreuses sociétés. Les profondeurs marines inspirent l'émerveillement et la révérence. Cette connexion culturelle aux océans peut motiver les efforts de conservation et encourager le respect pour la nature. Maintenant, alors que votre esprit a voyagé à travers ces 100 faits fascinants sur les profondeurs océaniques, permettez à ces connaissances de s'installer doucement dans votre conscience. Imaginez la vastitude paisible des océans profonds, leur obscurité tranquille, leurs créatures étonnantes vivant dans un monde si différent du nôtre. Laissez cette contemplation vous bercer dans un sommeil profond et réparateur, aussi paisible que les eaux calmes des abysses. Respirez lentement, détendez-vous complètement, et laissez-vous dériver dans les courants doux du sommeil, portant avec vous les merveilles des océans profonds dans vos rêves. Bonne nuit, et que votre repos soit aussi profond et serein que l'océan lui-même.